Merci, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Alain, je suis très heureux de vous recevoir ici. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. On s'est rencontrés il y a fort longtemps, on évoquait ça en coulisses comme de vieux amis. Enfin, c'est l'amitié qui est vieille, évidemment, c'est pas nous qui sommes âgés. Pour vous présenter en quelques mots, je ne vais pas énoncer les titres de tous vos livres, ça serait bien trop long et fastidieux. Vous êtes né en 66 à Pointe-Noire. Tous les mots que je vais prononcer là vont être importants parce que ça revient dans vos livres très très souvent. Donc Pointe-Noire au Congo. Votre maman, Pauline, vous la citez souvent dans vos livres, c'est pour ça que je me permets de citer aussi son prénom, était vendeuse sur le marché, profession qui est importante dans le dernier livre. Roger, votre papa adoptif, était lui employé dans un hôtel, autre fonction importante dans votre dernier livre. Vous êtes venu en France en 88, vous aviez 22 ans, vous avez poursuivi vos études, vous avez été employé à la Lyonnaise des Eaux. Et puis en 2002, presque tous les 20 ans, vous changez un petit peu de continent, d'une certaine façon. Vous êtes parti vers les États-Unis, tout d'abord dans le Michigan, et puis aujourd'hui à l'Université de Californie à Los Angeles. Vous partagez votre temps entre la France, les États-Unis et le monde. Et puis l'écriture est évidemment le pivot de tout cela. Quelques titres. Le premier d'entre eux, c'est un recueil de poèmes, Au jour le jour, 93, publié à la Maison Rodanienne de Poésie. Et puis des romans, j'en ai cité 5, parce qu'il me semble important dans votre carrière littéraire de romancier. Bleu, blanc, rouge, le premier, on est en 98, publié chez Présence africaine. Vous obtenez d'entrée le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. Black Bazar, on est en 2009. Vers cassé, prix des 5 continents de la francophonie, 2005. Mémoire d'un porc épic, pour lequel vous obtenez le prix Renaudot, on est en 2006. Petit piment, plus récemment, 2015. Et puis enfin, le dernier qui vient de paraître l'an passé, Le commerce des allongés, qui est publié au Seuil. Vous avez continué pendant tout ce temps à publier de la poésie. La poésie ne vous a jamais quitté. Vous dirigez une collection aux éditions Point Seuil. Mettez la poésie accessible à beaucoup en les publiant en format de poche. Vous avez publié des essais, je vais en citer 2, Le sanglot de l'homme noir et puis Le monde est mon langage. Peut-être ma première question, et on va tout de suite parler de ce dernier roman, Le commerce des allongés, avec une très jolie couverture, signée Loustal. Et dans ce livre, en quelque sorte, vous avez pour mentor, au-dessus de vous, je dirais, Birago Diop, ce poète sénégalais qui a écrit ce poème Souffle que tous les petits gamins africains ont dû apprendre par cœur et réciter, dans lequel il disait que les morts n'étaient pas morts, n'étaient pas tout à fait morts, qu'ils étaient encore présents. Et je cite les derniers vers, ou quasi les derniers vers, le souffle des morts qui ne sont pas morts, des morts qui ne sont pas partis, des morts qui ne sont plus sous la terre. Et c'est très exactement ce qui arrive au héros de votre roman, ce dernier roman. Il s'intitule Liwa, il se prénomme, Liwa, se nomme Ekima Kingai. C'est un petit gamin qui est élevé par sa mère, est décédée, il est élevé par sa grand-mère. Il travaille dans les cuisines d'un hôtel, tiens, on y revient, au Victory Palace de Pointe-Noire. Le lieu est important. Et le soir du 15 août, date importante également parce que c'est la fête nationale, comme tout bon Congolais, il va faire la fête, donc il se sape, il s'habille très, très bien, très beau pour essayer de conquérir, en particulier une jeune fille qu'il va rencontrer, Adeline, et à partir de là, le sort va être plutôt désagréable pour lui parce qu'il va mourir très, très, très vite, de façon violente. Mais chez Alain Mabanckou, les choses ne sont pas aussi simples. Ce jeune homme va sortir de tombe, il va à son tour ressusciter. Et il va à ce moment-là assister à ses funérailles, il va rencontrer quelques-uns de ses collègues du cimetière, il va retracer sa vie et il va rencontrer tous ceux qu'il a pu voir, il voudrait se venger, on le calme un petit peu. C'est votre roman. Comment est-il né ce roman dans l'imagination d'Alain Mabanckou ? Merci déjà pour la présence en ce jour qui s'annonce peut-être le dernier jour où on se rassemble tous avant les grandes grèves françaises.
J'ai l'impression que c'est le sport national. Chaque fois que je vais en France, il y a toujours des camionneurs qui disent qu'ils vont bloquer la porte de Saint-Ouen. Donc voilà. Donc merci d'avoir bravé tout cela et d'être présent. Je pense que l'idée de ces romans était venue aussi parce que en 2006, quand j'avais publié Mémoire de Porc-Épic, c'était un roman qui était sous le signe de la fable, du surréel, de la magie, presque de cette sorte d'élévation spirituelle. Et quand je suis arrivé au Congo-Brazzaville, quand j'ai fait une tournée en Afrique, ça a réveillé en moi beaucoup de choses, bien que j'étais déjà en train d'écrire, mais le fait d'être allé à la fois au Rwanda, au Kenya, à Bukavu, vers Goma de l'autre côté, l'année dernière, eh bien, ça a intensifié la structure même du roman, qui n'était plus désormais un roman normal, comme on dit. Eh bien, je suis rentré dans cet aspect surréel, dans le côté un peu mystique. Je pense que l'Afrique a joué beaucoup dans ce livre. C'est l'un des livres, en dehors de Mémoire de Porc-Épic, que j'avais écrit du côté du Zimbabwe et aussi un peu du Cameroun. C'est l'un des rares livres qui ont les empreintes du continent africain parce que des longs passages ont été écrits sur place en Afrique. Je pense que c'est la coloration peut-être africaine qui m'a poussé d'aller rechercher cette sorte de magie africaine. Alors ce héros qui a des pouvoirs surréels, à Liwa, si vous deviez nous le présenter en quelques mots, qui est-il ce jeune homme? Alors Liwa, c'est un jeune homme normal, un Congolais tranquille, dont la mère était morte au moment pratiquement de l'accouchement. Et sa mère l'avait laissé à sa grand-mère. Et la grand-mère est devenue, qui s'appelle ici Malembe, qui est devenue une sorte de mentor qui lui montre la direction de la vie. Et donc, Liwa va grandir sous l'autorité de cette femme forte, hein, cette grand-mère qui est une grand-mère qui dirige pratiquement les autres femmes aussi, et qui arrive à Pointe-Noire avec le petit, puisqu'il est né plutôt dans le village de l'autre côté. Ils arrivent à Pointe-Noire. Il y a une sorte de coopérative, de solidarité entre des femmes. On lui fait trouver une table pour vendre ses arachides dans le marché, ses bananes, etc. dans le marché. Et au bout d'un moment, Liwa, aussi en grandissant, il faut qu'il devienne un homme. Et la grand-mère fera le tout pour qui connaissait le jardinier de l'hôtel, qui connaissait un tel, qui pouvait l'embaucher de l'autre côté. Et on l'a embauché comme un commis de cuisine. Donc, il a été l'adjoint du cuisinier blanc, hein, parce que le blanc était là. Voilà. On ne voulait pas donner à la cuisine de tous les restaurants des blancs à un noir, sinon il va trop mettre du piment. Donc, voilà. Donc, du coup, il était là, il était commis de cuisine, rêvait un jour de devenir lui-même aussi le chef cuisinier du restaurant de l'hôtel Victory Palace. Et donc, peut-être que le fait qu'il habite et qu'il travaille dans ce restaurant, il va être le témoin, en quelque sorte, de tout l'aspect politique aussi qui va se passer dans la ville de Pointe-Noire. Vous savez, quand les ministres sont en déplacement de Brazzaville à Pointe-Noire, vous pensez qu'ils vont chercher les salles de conférence comme celle-là? Non. Il y a des gens qui doivent aller chercher des petites dans le quartier pour amener. Donc, Liwa, il voit tout ça, etc. Et jusqu'au jour où, peut-être, il décide d'aller passer un bon moment dans une boîte, dans une discothèque qui s'appelle le Cérémonial. Et donc, quand il arrive là-bas, et c'est là qu'il croise cette belle fille extraordinaire, Adeline, voilà.
une fille aussi mystérieuse que belle, la danse, la musique, la rumba, tout ça. Hein, ça se passe comme d'habitude. Vers 3 heures du matin, si la fille veut partir, vous voulez l'accompagner. La fille dit, je ne veux pas, vous insistez. Et puis voilà, mais voilà, on l'accompagne quand même, on marche un tout petit peu. Et il se trouve ça sent le vécu, là. Ah non, ça sent le témoignage, la contemplation. Et voilà. Et tout d'un coup, on se rend compte que la fille n'habite pas très loin de là. La fille habite au centre-ville, du côté des Blancs, des riches, de l'autre côté. Et il marche en pleine nuit. Il marche dans une certaine aisance. Il longe des avenues avec des flamboyants et arrivé devant une maison splendide à étage. Et il y a une lumière au-dessus, au premier étage. La fille dit, c'est là que j'habite. Bah, le monsieur, il dit, bon, ben, ça c'est, voilà, c'est difficile de rentrer là. Bon, la fille dit, il ne faut pas précipiter les choses, on se verra demain, oui, oui. Mais entre-temps... Non, racontez pas trop, peut-être. Ah non, là, c'est important pour les Congolais qui sont là. Ah. Entre-temps, parce qu'ils croient qu'ils vont se sauver comme ça. Entre-temps, il lui avait prêté sa veste parce qu'il faisait très frais, tout cela, voilà. Et donc, quand la fille est rentrée, il était parti avec la veste. Et le monsieur, en retournant, comprend que sa veste est partie avec la fille. Il voulait revenir, il a dit, bon, ben, c'est pas grave, je reviendrai le lendemain pour à la fois voir la fille et demander la veste. Et quand il va revenir le lendemain, ce qu'il va voir là, c'est cafou-cafou, comme on dit. C'est difficile, voilà. Donc, je ne vais pas tout raconter. Non, donc, c'est un petit clin d'œil. C'est pour laisser au lecteur. Voilà. Alors, donc, c'est plutôt l'aspect social. Hein? L'aspect social, l'aspect politique, l'aspect de la solidarité, les femmes du marché, parce que moi, j'ai vécu autour de ce monde-là. On va parler de ça. Et on va parler de Pointe-Noire, parce que c'est une ville tout de même qui est singulière. Il y a la capitale, Brazzaville, qui est au bord du fleuve, mais Pointe-Noire est au bord de la mer. C'est un port. Et si vous deviez nous présenter la singularité de cette ville. La singularité, en tout cas, du moins jusqu'à... la dernière fois où je me suis rendu à Pointe-Noire, c'était en 2013, donc ça fait 10 ans. Mais avant, j'avais fait 23 ans sans y aller. Donc les souvenirs que j'avais gardés, c'était le souvenir d'une ville comme la plupart des anciennes villes coloniales, hein, qui étaient subdivisées entre le côté des indigènes et le centre-ville. Et au milieu, entre les indigènes et le centre-ville, vous avez le marché central, le grand marché avec les Ouest-Africains, leurs boutiques, etc. Et quand vous descendez un tout petit peu, vous avancez vers la côte sauvage. Et là, c'est la splendeur de voilà, les supermarchés, les bâtisses des Blancs, etc. Et le grand port qui était là, plus le chemin de fer. Mais évidemment, entre-temps, tout cela, la géographie a dû changer dans ce sens. On allait à Pointe-Noire parce qu'on trouvait que c'était la capitale économique. C'était le Eldorado où on pouvait toujours, même si on n'a pas de qualification, on peut aller aider les pêcheurs, on peut aller aider les navires qui arrivaient pour débarquer les choses, on pouvait travailler au marché, on pouvait être boy cuisinier comme mon personnage dans les hôtels. À l'époque où j'étais là, il y avait le Victory Palace, qui n'existe plus, je crois, et Atlantic Palace, les deux concurrents. C'est pour ça que le roman se passe entre les deux. Ça commence au Victory Palace jusqu'à l'Atlantic Palace, et les maisons étaient de l'autre côté. Donc nous, quand on allait des quartiers populaires comme Vungu, Rex, quartier 300, pour aller en ville à cette époque-là, on vous recommandait d'être toujours bien habillé. On ne sait jamais où vous pouvez croiser les Blancs. Donc, on était toujours, maman, on vous lavait, on vous coupait les ongles, tout, on vous peignait les cheveux, on vous collait un nœud papillon, parfois des guingois, et puis vous arrivez, vous allez en ville. On ne pouvait pas aller en ville sale. Comme ça, quoi. Ah, voilà, comme ce monsieur Liwa Ekimakingaï. Donc, lui... il faut toujours être tiré à 4 épingles quand vous allez dans le centre-ville. Et moi, j'y allais de temps en temps parce qu'il y avait mon père qui travaillait justement dans le même hôtel. Donc, pour moi, ça reste la ville de l'enchantement, la ville de l'économie,
la ville aussi du brassage des populations congolaises. Ce n'est pas une ville qui va être typée, c'est la ville des Lari, des Bembe ou quoi. Là, tout le monde se mélangeait, même si à l'origine, ce sont les Vili plutôt qui étaient de ce côté-là, puisque la ville est dans la région de la Kwilu. Donc, on a la petite fenêtre de la mer, l'océan Atlantique, qui est là, qui avait permis à l'époque le passage des bateaux, la traite négrière. Puis un peu plus loin, là-bas, vous avez les gorges de Diosso, les grands vraiment pays des Vili. Eux, ils étaient les propriétaires fonciers ou quoi, qui peu à peu vendaient à toutes les autres populations congolaises qui migraient vers là-bas pour ne pas toutes être concentrées dans la capitale politique. À Brazzaville, il y a trop de bruit, il y a trop de politique, le palais du peuple est trop là, les coups d'État sont là, on assassine les Massamba Débat, on assassine les Marien Gwabi, les Yombi Opango achètent des voitures et des lits qui bougent d'un côté à un autre dans la chambre. Donc, à Pointe-Noire, c'est plutôt des gens qui travaillent. Non seulement ils travaillent, ils ont de l'argent. Pourquoi ils ont de l'argent? Parce qu'ils travaillent pour, à l'époque, Elf Aquitaine, Agip, le pétrole qui était là, le transport, les automobiles, les boutiques. C'était à cette époque-là le rayonnement, vraiment le boom économique congolais était du côté de Pointe-Noire. Dans votre roman, il y a 3 lieux à Pointe-Noire qui sont fondamentaux. Il y a le cimetière, les boîtes et le marché. Alors vous en avez un petit peu parlé, mais le cimetière déjà, alors chez vous, c'est le frère Lachaise, là, non? Ça, c'est le propre de l'écrivain, c'est aussi de donner de la magie à un endroit. Tout le monde sait que à Pointe-Noire, le grand cimetière, en tout cas celui que j'avais laissé là-bas, c'était le cimetière de Mongon Kamba ou Mont Kamba, la montagne Kamba. Donc c'était au bout, très loin de la ville là-bas, mais il fallait aller très loin. Mais apparemment, avec le développement de la ville, si vous ne faites pas attention, le cimetière devient au milieu de la ville, puisque si vous allez construire derrière le cimetière, à force de trop construire, le cimetière devient le centre. Donc il y a, dans ce sens, une certaine crainte que nous avions quand on voyait un corbillard qui partait, ça partait toujours du côté de Mont-Kamba là-bas pour aller vers les enterrements. Mais entre-temps aussi, il y avait quelques cimetières qui étaient très très bien, c'est de riches ou quoi là, qui étaient au centre-ville, peut-être où on enterrait quelques blancs qui ne voulaient pas venir faire la concurrence aux morts de France. Ils voulaient rester dans la chaleur parce que quand vous mourrez, il fait froid. Hein. Donc voilà. Donc ils disaient, bon, je vais être enterré là. Et donc, partant de là, pour moi, le cimetière de Mont-Kamba devenait le cimetière du petit peuple, le cimetière des gens comme nos parents qui étaient vraiment pauvres, qui n'avaient pas de l'argent. Mais ceux qui avaient beaucoup d'argent pouvaient se permettre des obsèques plus onéreuses de l'autre côté. Et donc, dans le roman, le cimetière de Mont-Kamba, pour moi, ça devient le cimetière le Frère Lachaise. Frère Lachaise, en contrepartie du cimetière des riches. Voilà. Alors, l'autre lieu, c'est la boîte ou les boîtes aussi. Là, c'est quand même le lieu de vie important, le lieu de la nuit. L'ambiance est toujours la caractéristique principale des villes africaines, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit à Brazzaville. Donc, on a toujours le fait que dans chaque quartier, il y a toujours un bar où les gens viennent tous les jours. Mon oncle, il avait un bar vers le quartier Fond, ça s'appelait le Joli Soir, qu'on retrouve dans la plupart de mes livres. Et le Joli Soir, il avait eu de l'argent en faisant de la photo. Il avait un studio qui s'appelait Studio Photo Vicky. Alors vous venez avec la famille, on vous photographie. À l'époque, il n'y avait pas des iPhones, on ne pensait même pas que ça existerait. Mais quand vous alliez chez le photographe, à l'intérieur, il y avait un studio avec un décor. Souvent, parfois, on vous met un boa derrière le mur parce que vous prenez la photo à côté d'un boa, une panthère, ou alors des tissus africains. Un décor. Un décor. Il y avait toujours le décor. Donc, on rêvait toujours de prendre la photo à côté d'un boa. Je ne sais pas pourquoi. Et on prenait des photos à côté d'un boa, chaussures salamandères de 10 cm, le col de la chemise arrivant jusqu'à l'épaule, pantalon bien patte d'éléphant, ceinture avec la tête de mort,
le danger de mort. Donc, vous avez perpétué la tradition avec la ben, photo, avec le crâne derrière vous. Là. Ah ben oui, j'essaie de perpétuer. C'est-à-dire que les meilleures années pour moi, ce sont les années 70. On a beau dire, c'est ces années-là, sur le plan social, sur le plan de la musique, sur le plan de la littérature, c'était les années de la flamboyance. Et dans les bars, la différence avec l'Europe, c'est que les bars sont à l'intérieur parce qu'ici, il y a des crimes ou bien des délits de troubles de voisinage. En Afrique, il n'y a pas de troubles de voisinage. Si vous allez à la police, oui, il y a un monsieur qui met la musique, le policier va dire, mais va danser. Donc, il n'y a pas, voilà, il y a pas forcément le trouble de voisinage. Et donc, quand vous avez un bar, peu importe qu'il soit petit, mettez seulement les baffes dehors. Les gens, ils dansent devant. Les femmes, les vieilles mamans vont vendre de la bouillie, des beignets devant et ça devient le lieu d'ambiance. Et nous, les jeunes, quand on avait le soir arrivé, on s'habillait bien et on se mettait devant le bar. Comme on dit, l'expression c'était on va fermer l'angle, c'est-à-dire on va attendre les filles. Donc vous allez là-bas, vous êtes bien habillés et puis vous dansez, vous regardez, de temps en temps il y a de la bière, etc. etc. Ça marchait ? Ah bah ça a toujours marché. Hein. Alors, troisième lieu, justement, le marché. Le marché, c'est l'influence peut-être parce que j'ai passé mon enfance là-bas, puisque ma mère avait une table dans ce marché-là, le grand marché de Pointe-Noire, et à côté, il y avait des bars ou des restaurants où on allait manger, chez Gaspard, etc., qui font souvent des apparitions dans plusieurs de mes romans. Le marché, c'est le lieu central dans lequel vous trouvez les femmes qui tiennent le pouvoir économique parce qu'elles ont les tables, elles ont le monopole de la vente des arachides en détail, des bananes, des légumes. Les hommes font peut-être de la boucherie parce que je n'ai pas connu des femmes bouchères au Congo. Ah, tiens, je vends de la viande en coupant comme ça. Non, il y avait des activités du marché qui était réservé aux hommes. La quincaillerie, les trucs comme ça. Voilà, la femme ne va pas être là à vendre les pneus des voitures. Non. Ils avaient leurs activités plus liées vers l'alimentation, le pagne, etc., etc. Donc, tous les Congolais ou tous les Ponténégrins ont été marqués par la présence de ce grand marché qui symbolisait déjà le milieu entre les quartiers populaires et la ville centrale, la ville blanche. Quand vous venez au marché, et là vous trouvez tout, les boutiques des Ouest africaines, les tables, et puis comme la mosquée pour les Ouest africains, la seule mosquée qu'il y avait là-bas à l'époque, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Alors, vous l'avez dit un petit peu, mais c'est pour vous aussi l'occasion de revenir sur l'enfance, sur l'adolescence. Il y a beaucoup de nostalgie vis-à-vis de ce lieu et de cette époque. Oui, je pense, mais peut-être aussi parce que pour écrire, il faut avoir une dose suffisante de nostalgie. Hein? On écrit parce que peut-être qu'on a peur que les choses disparaissent. Et moi, je suis parfois heureux de voir certains Congolais qui disent que grâce à tel livre, j'ai connu Pointe-Noire. J'ai vu des gens qui, pour aller au Congo, ils achetaient Lumière de Pointe-Noire quand ils sont en train d'aller et puis ils vont dans les quartiers qui sont nommés dans Lumière de Pointe-Noire. Hein. Le quartier 300, c'est les prostituées, le quartier Rex. Et puis parfois ça a changé parce que moi j'ai une idée qui était à l'époque du quartier Rex, il y avait le cinéma. Le cinéma est devenu, quand la dernière fois que je l'avais vu, c'était devenu une église pour les pasteurs qui faisaient leur gris-gris dedans. Donc ça a disparu, tout ça là. Et bon, il existe encore quelques prostituées qui résistent, hein, qui sont tranquillement, parce que les dernières des Mohicans, hein, donc elles ne lâchent pas l'affaire, elles sont restées là. C'est là que venaient à l'époque on disait les Aïroises, qui étaient venues dans ce quartier-là. Il y avait des prostituées congolaises qui au départ qui coûtaient plus cher. Parce que pour les prostituées congolaises, la passe était 500. Et les Aïrois sont arrivés, ils ont baissé le coût à 300. Et on a commencé à appeler ça quartier 300. Voilà.
Et les Congolaises, qui coûtaient très cher, on a dit, si vous n'êtes pas d'accord, allez faire ça au centre-ville. Mais ils vont faire ça au centre-ville, mais les Blancs, ils ont entendu que c'est moins cher au quartier 300. Donc, du coup, eh ben, il y a des Européens qui venaient dans le quartier 300, prenaient les femmes, repartaient avec en ville et les redéposaient. Donc ça, on a vécu ça parce que notre maison familiale aussi était là. Mon oncle était dans cette rue. La rue même du quartier 300 s'appelait Louboulou, du village de mes parents. Parce que c'est à l'époque, il avait la seule maison qui avait de l'électricité. Parce qu'il travaillait à la Société nationale d'électricité. Donc, il avait mis l'électricité chez lui. Et les autres parcelles aux alentours faisaient des rallonges pour avoir de l'électricité gratuite. S'ils étaient gentils avec l'oncle, l'oncle amenait dans la nuit un travailleur et puis on lui mettait du courant à côté. Voilà, on dit, bon, c'est la famille. Donc, tout le monde était de la famille. C'est pour ça, bon, son ami le maire a dit, on donne ça à la rue Louboulou. Voilà. Alors, un mot sur les personnages. Vous venez de parler des églises. Il y a un personnage qui est assez savoureux pour une part de sa personnalité, moins pour une autre. C'est Papa Bonheur. Oui. Présentez-nous Papa Bonheur. Ouais. Le Congolais, Papa Bonheur, c'est connu au Congo d'abord comme le nom d'un président de la République. Mais d'une chanson de musique de Koffi Olomide, mais encore peut-être pour moi dans les livres, ce n'est ni le président de la République, ni la chanson, mais c'est le nom de ce pasteur, ou on appelle ça prédicateur ou quoi, qui avait pour particularité de vouloir rassembler tous les pauvres, les enfants de la rue, pour les amener dans son église. Il était considéré en quelque sorte comme celui qui donnait du bonheur aux enfants. Mais quand on a gratté un peu derrière, on s'est rendu compte que ce pasteur s'était enrichi, qu'il se livrait à des pratiques fétichistes ou magiques, notamment l'utilisation des crimes sacrificiels. Le problème qui existait là-bas, les assassinats ou les meurtres sur les albinos pour qu'il ait des pouvoirs, etc. On s'est rendu compte que le Papa Bonheur était en réalité le Papa Malheur parce qu'il a en quelque sorte une inclination, un intérêt pour les albinos, pour les fils uniques et pour les jumeaux. Parce que c'est cette trinité-là qui est censée donner le pouvoir, les organes qu'ils enlevaient des albinos pour faire des fétiches afin de devenir riches, d'avoir le pouvoir, etc., etc. Deux autres personnages que j'aimerais que vous nous disiez un mot, c'est deux personnages féminins, la grand-mère très, très attachante, et puis Kimpavita. Mais la grand-mère tout d'abord. Oui, Kimpavita, la grand-mère s'appelle Malembe. Moi, je choisis toujours des noms de personnages signifiants, qui sont très proches aussi peut-être de ma vie personnelle. La grand-mère symbolisait pour nous l'autorité spirituelle. Parce que quoi qu'il en soit, la puissance de la femme dans la conception de la cosmogonie congolaise, la puissance de la femme est plus grande que celle de l'homme. Si vous avez à choisir entre aller voir un sorcier ou une sorcière, vous irez plutôt voir une sorcière. On va vous dire, il y a une vieille là, elle n'a plus qu'une seule dent, mais dès qu'elle fait des miracles là, vous allez voir, elle va marcher sur l'eau. Mais si on dit, il y a un homme là, bon, ben, on connaît, c'est un escroc. Mais donc une femme, voilà. Et une femme, la sorcellerie, chez nous, c'est pour ça que nous, on n'avait pas le problème de féminisme en Afrique. Les femmes, ils avaient le pouvoir. Les Blancs sont arrivés, ils ont dit, oh oui, en Afrique, les femmes sont bafouées. Mais quand une tante vous disait que vous êtes maudit, vous êtes maudit. Hein. C'est fini. Quand une grand-mère, vous pensez qu'elle est aveugle, mais elle voit tout. La nuit, elle se lève, elle a 80 ans, mais la nuit, elle a 18 ans. Elle va chercher les hommes, elle revient. Donc, c'est possible dans ce sens. Donc, pour moi, Malembe symbolisait cette sorte de la mère presque congolaise, la grand-mère congolaise, qui prend sur ses épaules le destin de toute une famille. Elle a la maison, elle a le destin de cet enfant, et puis elle a cette conviction qu'elle ne vit que
pour son petit-fils. C'est cette sorte de relation entre le petit-fils et la grand-mère qui m'intéressait. Parce que c'est cette relation que j'avais avec ma propre grand-mère. Quand j'allais, je passais du temps à regarder ses cheveux blancs. Parce que, voilà, moi, je n'ai pas vu les cheveux blancs de ma mère. Donc, ce n'est pas la grand-mère que je connais. Ah, les cheveux blancs, je voulais les toucher. Peut-être que c'est de la poussière. Et puis, je me rendais compte que c'était une sorte de sagesse. Donc, mon rêve à cette époque-là, c'était d'avoir les mêmes cheveux blancs que la grand-mère, pour avoir cette sagesse. Et donc ici, c'est cet hommage que je voulais lui rendre en la faisant partir depuis les villages lointains. Il était dans le village de la Bouenza là-bas, où elle a dû quitter parce qu'elle avait été un peu bousculée par des gendarmes, parce qu'elle était belle. Elle a dû fuir là-bas pour venir à Pointe-Noire, trouver son commerce, etc. Et avoir cette maison grâce à la solidarité des femmes du marché. Parce qu'ils avaient ce qu'on appelle la tontine. Hein? Vous cotisez et puis tu achètes ta maison et tu continues à cotiser pour les autres jusqu'à ce que toutes les femmes trouvent leur bonheur. Parce qu'on n'avait pas le système bancaire. Une femme qui n'est pas allée à l'école, vous allez aller à la banque, il ne croit pas. Il ne croit pas au fait qu'il y a une maison qui s'appelle une banque. Et sinon, tous les jours, il va demander « je veux voir mon argent ». Le Congolais veut voir son argent. Il ne veut pas entendre, voilà, il y a un RIB, donc vous avez 5 000 euros dans l'an. Non, je veux voir mon argent. Parce que quand un Congolais dit j'ai mis l'argent dans la banque, il pense que chacun a une chambre dans laquelle on a mis l'argent à l'intérieur et tous les jours, il veut venir regarder si c'est là, il referme. Et il ne sait pas que quand je donne l'argent, on a pris ton argent pour donner à Bernard Manier qui doit acheter la voiture. C'est pour ça que quand vous arrivez, on dit revenez demain. Le temps qu'on prenne de l'argent de l'autre côté chez mon frère Gilbert Goma et puis on donne, voilà. Donc, l'argent là qui tourne là parfois, hein, on parle là, notre argent, il est en train d'être donné à quelqu'un qu'on n'aime pas, mais c'est l'argent de la banque. Voilà. Le deuxième personnage que j'ai cité, Kimpa Vita, alors là, c'est un personnage historique, mais un personnage important pour le monde congolais. Là aussi, ça mériterait une présentation. J'ai toujours été obnubilé par... Elle aussi ressuscitée. Voilà, j'ai toujours été... C'est peut-être mon rêve secret un jour d'écrire un roman historique sur Kimpa Vita, la Jeanne d'Arc, comme on dit, congolaise. Donna Béatrice. Et voilà. Et donc, peut-être... Oh, shit. Excusez-moi. C'est Kimpa Vita. Voilà. Les éditeurs, vraiment, ils appellent les gens pendant les... Catherine Roger chez Charles Danzig. Donc, j'ai toujours rêvé d'écrire le destin de cette femme. Parce qu'ici, vous avez la Jeanne d'Arc qui avait été brûlée vive. C'est dans les mêmes circonstances. Parce que Kimpa Vita, c'était cette femme qui était dotée d'une certaine spiritualité dont elle voulait peut-être rechercher la compatibilité avec les pratiques, les coutumes de chez nous. Une sorte de religion qui serait adaptée aux attentes et aux angoisses des populations locales. Et donc, en faisant cette sorte de doctrine, elle attirait beaucoup de disciples vis-à-vis d'elle. Et ça rendrait en quelque sorte jalouse l'Église traditionnelle. Et donc, elle a dû être condamnée dans ce sens pour hérésie. Et pour donner l'exemple à tout le monde, il fallait qu'on la brûle vive aux yeux de tout le monde. Et je trouve cette sorte de sacrifice extraordinaire. Et donc, depuis un certain temps, j'accumule toujours des éléments à gauche et à droite. Bon, tant pis, hein, je donne des sujets à ceux qui veulent écrire. S'ils écrivent, il y a de la place pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, j'ai accumulé. Quand j'étais en train d'écrire le roman, vers la fin du roman, j'étais en train de me débattre sur la fin du roman. J'ai tourné en rond, ça ne marchait pas. Et là, j'étais arrivé au Congo démocratique. Et je dormais au bord, presque la petite case dans laquelle j'étais, c'était juste au bord du lac Kivu. Et l'eau venait fouetter en quelque sorte. Donc, dans la nuit, comme ça, j'ai ouvert et de loin, j'ai vu vraiment l'eau qui était dans une certaine
dans un certain tumulte. Et j'ai commencé à penser à cette femme-là. Je me dis, mais tiens, mais c'est elle. Et je lui ai donné dans le livre le nom de la femme Corbeau. C'est le dernier personnage que mon personnage principal va rencontrer avant de décider de quitter le cimetière pour aller dans le monde des vivants. Et c'est là qu'il va lui donner la parole sacrée en disant que quand vous êtes mort, si vous revenez à la vie, il vaut mieux plutôt consacrer vos actes à faire du bien qu'à faire du mal. Parce que si vous faites du mal et qu'on vous tue pour la deuxième fois, ça sera la fin de toutes les choses. Alors, justement, dans votre écriture, il y a beaucoup de particularités qui vous sont propres. Il en est une, vous aimez citer. Il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup de références. Birago Diop implicitement, Ampateba est cité explicitement dans le livre. Sonny Laboutansi, qui était un de vos grands amis, hein, parce que j'ai l'hôtel La Vie et Demie à l'intérieur. Voilà. Bien sûr. Et alors, ces citations, c'est quoi? C'est une manière d'emmener le lecteur, de lui faire des clins d'œil complices, comprendre qui veut, et c'est de se mettre avec les autres, vos collègues écrivains? C'est ma façon parfois de rendre hommage. Non seulement je cite, mais parfois dans la structure de la ville, je peux donner des noms de rues qui n'existent pas. Une fois, j'avais donné la rue Pauline Kenge, la rue Kimango Roger. Il y a des touristes qui disent on était sur place, on n'a pas vu la rue. Mais j'ai dit oui, mais vous n'étiez pas dans le roman. Les noms de vos parents. Voilà. Donc le collège René Mabankou dit votre ancêtre il a un collège, mais on est allé là-bas, c'était Tikaya de Bois-Empire. J'ai dit ben oui, mais je donne. Quand vous êtes romancier, vous avez le pouvoir de donner. Donc c'est par exemple là, j'ai créé un hôtel. Quand j'avais lu La Vie et Demie de Sonny Laboutansi, lui aussi dans son roman, c'était un hôtel, La Vie et Demie, dans lequel la femme qui s'appelle Shahidana invite un des ministres les uns après les autres pour faire l'amour avec chacun et les tuer au fur et à mesure. Ça se passe mal pour eux. Et donc c'est ça l'extraordinaire. Elle venge son père. Elle veut venger son père. Comme elle est très belle, elle charme le ministre et il amène le ministre à l'hôtel La Vie et Demie. Ils finissent de faire l'amour. Quand l'homme se réveille comme ça, parfois tout est parti, donc c'est fini. Et donc moi aussi, dans ce sens, je m'étais dit, tiens, il faut que je lui rende hommage. Et bien j'ai remis La Vie et Demie, l'hôtel La Vie et Demie, cette fois-ci, ce n'est pas pour aller tuer, mais c'est là où mon personnage principal, comme il vit avec sa grand-mère, quand il trouve une femme, il ne peut pas amener à la côté de grand-mère, il l'amène à l'hôtel La Vie et Demie. Donc c'est cet hommage-là que je voulais rendre. Sonny Laboutansi qui faisait dire à son héros, non, je ne veux pas mourir cette mort. C'est un petit peu ce qui se passe aussi pour le vôtre. Oui, Sonny, il disait, non, je ne veux pas mourir de cette mort. Et moi, c'est le contraire que j'avais fait le personnage. Quand il est arrivé au cimetière, il est ressuscité. Et il y a un autre mort qui lui dit, c'est vraiment pitoyable de voir des gens qui meurent et qui ne savent plus ce qu'ils peuvent faire après. Parce qu'il était là, il est ressuscité, mais il ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire. Donc, il faut lui donner un peu l'éducation. On va dire, voilà, pour marcher, il faut aller comme ça. Si tu veux aller à gauche, il faut aller à droite. Si tu veux monter, en fait, il faut descendre. Si tu veux descendre, en fait, il faut manger. Et au fur et à mesure, il va comprendre comment vivre en esprit. Est-ce qu'on peut dire que ce roman, derrière tous les aspects que l'on vient d'aborder, c'est un roman aussi très politique? Est-ce que vous acceptez cet adjectif? C'est très politique, puisque quand on les lit, on devine directement surtout les aspects parce qu'en fait, pourquoi le personnage principal est mort? C'est une histoire politique. Les ministres qui défient la Pointe-Noire, les sacrifices qui sont faits de l'autre côté, le discours du président Zarathustra. Quand on voit le président Zarathustra, on commence à deviner que ce président, on dirait que c'est un président qu'on connaît. Hein. Donc on sent quelque part. Et il y a ce président aussi qui a son fils qui gère le port de Pointe-Noire. Donc il y a beaucoup de coïncidences quand même. Oui, une coïncidence, vous appelez ça comme ça. Il y a des coïncidences parce que
comment voulez-vous? Il refuse d'être ministre, mais il préfère gérer le port de Pointe-Noire. Oui, c'est drôle, oui. C'est plus lucratif de facturer les bateaux qui arrivent, des trucs comme ça, d'installer cette sorte de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y avait un directeur du port de Pointe-Noire qu'on a enlevé pour mettre le directeur, le fils du président Zarathustra. Mais comme on a mis le président du fils de Zarathustra là, eh bien, lui aussi, il a son petit réseau et il commence à se dire, qui va démanteler ce réseau-là? Eh bien, c'est mon personnage principal, parce qu'il voit tout depuis l'hôtel Victory Palace quand ils sont en train de manigancer. On peut avoir une double lecture de vos livres. On peut lire vos livres sans décrypter la politique congolaise, et il peut y avoir une lecture congolaise, peut-être même ponténégrine. Enfin. Oui. Mais parce que la plupart du temps, quand j'écris un livre, il y a plusieurs étages à l'intérieur. Si vous prenez Vers cassé, les gens vont lire les histoires d'un soulard qui raconte la vie des autres. Mais les étudiants de la Sorbonne vont dire il y a de la paratextualité, on a cité Vergès à l'intérieur, on voit la métampsychose, voyez voilà, la déprogrammation du personnage principal qui lui-même parle au personnage secondaire, Cortázar. Moi, j'ai écouté des choses là, j'ai dit waouh, parfois j'ai fait des choses sans savoir. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que les lecteurs, les critiques, parfois, ils vous donnent une intelligence vous-même là. Quand vous rentrez à la maison, vous êtes content. Il dit, mais moi, je croyais avoir écrit une simple histoire. Et là, vous êtes content. Je dis, je vais écrire un autre. Voilà quoi. Voilà. Donc, en l'occurrence, ce roman, il y a une lecture évidemment qu'on peut faire, la lecture de la mort, etc. Mais l'aspect politique. Celui qui est en Charente-Maritime, il va lire, c'est une histoire de, voilà, il y a une politique congolaise. Mais quand ça tombe entre quelqu'un qui est de la République démocratique du Congo, quelqu'un qui est du Congo-Brazzaville, du Cameroun ou quoi là, ils veulent mettre un visage derrière chaque personne. Donc celui-là, c'est tel président. Ça, c'est l'enfant d'un tel. Donc il faut cette certitude. Parce qu'ils se disent toujours que le roman va avec la dénonciation. La chance que nous avons, c'est que les dictateurs ne lisent pas. Parce que imaginez les jours où les dictateurs vont lire. Parce qu'on leur fait très mal. Ils pensent que, c'est bon, mais quand ils vont mourir, ils continuent à être dans le livre. C'est les traces historiques. On n'a pas de vrais historiens qui écrivent l'histoire. Quand on a un historien, il mange avec les présidents et écrit l'histoire des présidents. Et on le fait par la fiction. Moi, j'ai compris depuis longtemps que si je veux bousculer l'histoire du Congo, je la mets dedans. Personne au Congo ne sait que j'ai écrit l'histoire de tous les assassinats politiques du Congo dans un livre qui s'appelle « Les cigognes sont immortelles ». Depuis l'époque de la colonisation jusqu'aux guerres de 80. Non, les Congolais, ils sont passés comme ça. Ton livre, la marche, c'est très bien. Et puis, il passe, vous buvez un verre, mais tout est là. Vous voyez les Marien Gwabi, les Yombi Opango, les Kimboalankaya, les Ange Diawara, tout. Des plus récents même. Les plus récents même, même les plus récents, ils sont à l'intérieur. Mais la fiction permet de rendre tout cela vivable. Et en général, on ne donne aux romancières raison que bien plus tard. Et c'est bien comme ça j'ai le temps d'écrire mes livres. Voilà. Une des grandes leçons de ce livre que vous donnez, alors non plus aux Congolais, mais à tout le monde, c'est que la mort n'abolit pas les privilèges. Alors certes, on est tous égaux devant la mort, mais après la mort, finalement, les privilèges continuent et que les cimetières sont hiérarchisés comme la vie peut l'être. Ah oui, mais parce que il y a plusieurs catégories de morts. On pense toujours que quand vous êtes vivant, il y a les riches, les pauvres, mais les morts aussi, ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai un cousin qui est mort là, j'ai appris qu'il y a des cercueils VIP. Je ne savais pas, mais j'ai dit cercueil VIP, donc, mais les autres, ils sont dans quel cercueil? Donc, il y a deux types de cercueils. Donc, selon la mort est le moment où certains voudraient montrer aux autres leur rang social. Ou alors, ceux qui n'ont pas de rang social veulent au moins sauver la dignité de la famille. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire à la fois honte à la famille et aux morts.
dans la vie, on va se moquer de la famille, et l'autre, il va mourir, arrive là-bas avec un cercueil qui n'est pas VIP. Les autres morts disent, mais c'est quoi ça? Donc, ils veulent arriver avec quelque chose. Donc, il y a une certaine injustice et une égalité aussi dans la mort. C'est pour cela que, en général, les funérailles servent dans beaucoup de pays à peut-être montrer quel rang vous avez. Il y avait combien de voitures, de camions dans le cortège, quel type de cercueil on l'a acheté, combien d'argent il y a eu pour la veillée, les gens sont venus de quel endroit, combien de temps la veillée a duré. Tout cela, c'est important. Et donc, les gens préfèrent même parfois mourir de faim, mais sauver l'honneur de la famille. La plus grande chose dans l'existence, c'est toujours de sauver l'honneur. On se dit, c'est pas grave, on va se serrer la ceinture, mais au moins, on ne va pas avoir une double honte. Et donc, là, en l'occurrence, il y en a qui ne veulent pas être enterrés dans les cimetières des pauvres, ils veulent être dans les cimetières des riches, et ils prennent des grands crédits pour être enterrés là-bas. Et donc, ils vont continuer à payer même jusqu'à leur propre mort. On l'a compris, votre roman, c'est un roman drôle, où on rit beaucoup, mais c'est aussi peut-être un des plus graves, dans lesquels vous êtes allé au plus près peut-être justement de la mort. La mort est quasiment permanente dans ce livre. Elle est au point de départ, elle est à la fin. Oui, disons que le roman parle, c'est vrai, de la mort, mais en réalité de la vie, puisque le personnage qui est là, on le voit vivre, on le voit marcher, on le voit jouer, on le voit jusqu'au dernier jour. Donc, vous entrez dans la mort, vous sortez, il y a la vie, et la conclusion sera, est-ce que celui qui ressuscite est capable plutôt de rester avec les vivants ou de retourner? Et s'il retourne vers les morts, qu'est-ce qu'il va ramener avec lui à ce moment-là? Donc, je ne voulais pas écrire, comme on dit, un livre de lamentation, ni de pleurs. Il n'y a aucun endroit là où on pleure. Vous voyez même que les gens dansent. Vous voyez, dans les funérailles, les gens viennent draguer les femmes. Tu vois, chaque fois qu'il y a une veillée, les gens sont contents dans les quartiers parce qu'ils vont aller croiser cette fille-là qui sortait jamais de la maison. Ses parents vont la laisser aller à la veillée. Et vous allez aussi là-bas. Pour peu que vous avez la chance, si votre natte est à côté de la fille, la causerie sera bien. Donc, il y a une sorte d'extase qui anime souvent les veillées. Et moi, en tant que gamin à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi les jeunes, les plus grands, ils étaient pressés d'aller à une veillée. Parce qu'ils étaient là, non, il faut y aller, il y a un tel qui sera là-bas. Donc, ils savaient tout. Et ça durait le plus longtemps possible. Et donc, moi, j'ai essayé aussi de voir comment parfois ces femmes qui venaient des autres villages, parce qu'ils ont eu les communiqués nécrologiques, qui arrivaient bien habillées et qui commençaient à danser. Je crois que j'ai décrit même les danses que je voyais, qu'on voit dans les gens de chez moi, les Muntoutou, les trucs comme ça. Ça danse, ça bouge bien les reins, tout. Et le cadavre qui est là, qui est en train de tout regarder, et le cadavre veut se lever pour aller danser, mais il n'arrive pas et il commence à pleurer. Donc c'est ça, peut-être la chose fondamentale. Que pense le cadavre quand il voit que les autres sont en train d'apprécier ce moment-là, de se retrouver ensemble et peut-être de créer une existence qui, lui, a échappé. Alors, le commerce des allongés, Alain Mabanckou, quel commerce il entretient avec les morts? Sur la photo, là, le crâne qui est à côté de vous, c'est quoi? C'est même pas peur? C'est ça que ça veut dire? Le crâne, là, c'est par hasard que ça s'est retrouvé sur la photo. Bien sûr, c'est une coïncidence, ça aussi. Ouais. Mais non, parce que c'est des photos qui étaient faites en Californie pour le livre. C'est un photographe, Sébastien Mick, l'ami de Catherine Roger. Sébastien Mick est photographe de Paris Match. Il habite avec nous là-bas à Hollywood, en Californie. Et les éditions du Seuil lui avaient demandé de me prendre en photo. Et le jour où il allait me prendre en photo, il revenait, je ne sais pas, de l'Arizona. Il avait fait un long voyage et il avait acheté un crâne chez les Aztèques ou je ne sais pas qui là. Voilà. Après, il a dit, ça serait bien de mettre le crâne à côté, que tu prennes la photo directement. Et alors? Et vous en pensez quoi? Ah, mais ça sort bien. Voilà. Moi, par contre, moi, j'ai vu les gens sur les réseaux sociaux. Oui,
tu es dans la loge des francs-maçons avec, on dirait qu'il y a un signe que tu veux nous donner. Voilà. Les Congolais, si tu veux fuir un Congolais, tu dis, je suis un franc-maçon, hein, attention. Hein. Voilà. Alors, la présence de la mort, des réapparitions, vous avez cité le nom tout à l'heure, il y a le surnaturel qui est là, la partie, ce qu'on a appelé par ailleurs le réalisme magique chez les latino-américains, mais c'est très africain. On a souvent attribué ça, avec raison, aux latino-américains, mais la part africaine est belle aussi. Si on pense, on citait Sonny Laboutanti, mais Amos Tutuola, par exemple, le Nigérien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette appropriation latino-américaine du réalisme merveilleux qui est tout aussi africain? Je pense que les gens ont toujours, quand la France a découvert la littérature, enfin, a donné une certaine visibilité à la littérature latino-américaine à la fin des années 70-80 ici, parce que Gabriel Garcia Marquez avait fait les études, avait fait le journalisme ici, les Carlos Fuentes, beaucoup d'écrivains latinos ont fait la France ici, et on a présenté le réalisme merveilleux ou magique, hein, cette sorte de littérature avec la magie, comme venant de l'Amérique latine, mais ils avaient oublié que nous avions déjà des romans qui parlaient de ça avant, et que chez nous, c'était quelque chose de naturel. Moi, quand j'allais dans le village de mon grand-père, on passait quelque part... il disait, va dire bonjour à ton grand-père. Et j'ai tourné comme ça, mais quel grand-père? Il m'a montré une vieille vache qui a du mal à bouger là. Et lui, il faut lui toucher la tête, c'est ton grand-père. J'ai dit, mais ce n'est pas mon grand-père, c'est une vache. Il dit, non, son esprit derrière, et voilà. Il y avait le fait même que notre conception de la vie intègre le fait qu'il y a des choses qu'on ne voit pas et qui existent. Et le même grand-père... Parce que quand j'allais pour aller faire un examen, il me dit, si tu veux être premier de la classe, il faut aller saluer ton grand-oncle. Et on allait dans sa chambre et il ouvrait. Dans sa chambre, il y avait un homme de paille. Comme les hommes de paille là qu'on met dans les champs pour les épouvantails. Et il avait un chapeau, des trucs comme ça, il avait la main comme ça. Et moi, je rentre là, je regardais les types. C'était comme un personnage, mais il était fait de tissus, des trucs comme ça, avec des yeux. Il dit, il faut lui dire bonjour. Et moi, je tenais comme ça. Et cet homme de paille m'a toujours vraiment marqué jusqu'à présent. Et pour le prix Renaudot, vous êtes allé... J'ai repris la petite feuille que m'avait laissée mon père. Ah ben oui. C'est quoi la petite feuille? Ah non, ça c'est un secret quand même. Hein, voilà. Tout le monde. Bon. Et mon père, quand j'étais venu, il a dit, voilà, tu prends cette feuille-là, quand tu as un problème, tu le regardes, tu le touches comme ça. Donc tu le gardes. Il y a comme ça des éléments. Il faut toujours se promener avec ces esprits de ses ancêtres. Donc on m'avait appris à respecter déjà cela. Mais ces gens qui ne sont pas allés à l'école, mon grand-père, ma mère, tout ça là, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de façonner mon univers d'écrivain. L'écrivain, c'est celui qui reste émerveillé par les mystères du monde. Beaucoup n'arrivent pas à écrire le roman parce qu'ils sont incapables de se détacher de la réalité pour aller dans le surréel. Le roman est un monde de surréel. C'est-à-dire que quand vous êtes en train d'écrire, vous n'êtes plus ici. Quand j'écris dans une petite case du côté du lac Kivu, vous pensez que je suis dans le lac Kivu, mais parfois je suis allé très, très, très loin là-bas dans un village congolais au milieu de la bananeraie. Je suis en train de voir autre chose. Et puis, quand j'arrête, je mets un point, paf, je reviens dans mon lieu. Et c'est peut-être ça avec les contes, parce que ma mère aussi était une grande conteuse. Hein, parce que moi, j'étais turbulent, je ne voulais jamais dormir. Et il me fallait des histoires de créatures bizarres pour que je cours pour aller dormir dans la couverture jusqu'au demain. Et là, il y avait une histoire d'un diable, il appelait ça un diable, qui s'appelait Ting Mutu, c'est-à-dire quelqu'un qui a une tête qui est pendue pratiquement. La tête était tellement grosse qu'il ne pouvait pas rentrer dans la maison par la porte, ni de face, ni de profil.
Donc, du coup, ce gars qui avait la tête grosse comme ça, qui ne pouvait pas rentrer par la porte ou quoi, il était obligé de demander aux petits-enfants de l'aider à ouvrir pour rentrer. Et quand ce personnage-là arrivait, il était toujours derrière la porte, il empruntait la voix de votre mère ou de votre père et vous pensez que c'est maman qui est là, vous ouvrez et Tingmoutou peut rentrer. Et donc, et là, quand ma mère commençait à chanter en bembe la chanson de Tingmoutou, et là, je rentrais dans la couverture, c'était parti. Hein. Ça, c'est Mémoire de Porc-Épic. Si on rentre avec vous dans la petite case là, du lac Kivu, dans les lieux où vous écrivez, comment ça se passe l'écriture du roman? Vous êtes un écrivain qui a un plan bien tracé. Vous disiez tout à l'heure, je ne savais pas trop bien comment finir. J'ai fait intervenir Kimpa Vita. Comment ça se passe le travail de narration et aussi le travail sur la langue? Le travail sur la langue est aussi postérieur. C'est comme si vous avez construit une maison. Voilà, il y a des endroits qui ne sont pas très bien. Vous allez peaufiner ça au fur et à mesure. Mais ce qui est important, c'est peut-être la construction que vous avez faite. Moi, je ne sais pas faire un plan. Si j'étais un architecte, si j'étais un maçon, peut-être que je construirais des maisons bizarres parce que j'écris au kilomètre. C'est-à-dire, je me dis, je sens qu'il y a quelque chose qui est là, je commence à écrire. Si je vous dis que je vais écrire sur Kimpa Vita, c'est simple pour moi, j'aurais pu faire comme un étudiant, j'ai fait un plan. Hein. Bon, le personnage est là, je vais chercher la documentation, chapitre 1, je vais parler de sa naissance, chapitre 2, de son enfance, 3, sa adolescence, 4, elle rentre dans la religion, 5, on l'a abusée, 6, et jusqu'à la fin, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas historien, ça c'est les historiens qui font ça. L'écrivain, il doit ramener quelque chose où vraiment, quand tu es en train de décrire, si moi je vois quelque chose, je suis en train d'entendre le crépitement des flammes, la fumée qui est en train vraiment de noircir tout l'environnement et au milieu, on sent une femme qui est dans une certaine combustion. Ça, c'est autre chose. Et là, la description que tu vas faire des flammes, du crépitement, les corbeaux qui passent, les oiseaux, tout, les serpents qui sortent des trous pour fuir, ça montre que nous sommes dans une sorte d'apocalypse. Et par la suite, tu commences à raconter ton histoire. Moi, j'écris toujours par pont. Un peu, j'ai vu comment faisaient les Américains pour construire les maisons. Quand il y a une maison qui se construisait pas très loin de chez moi là-bas, je voyais, ils arrivaient avec des parties. Un truc carré, pouf, ils ont posé. Un truc triangle, pouf, on dirait des enfants qui jouaient à l'école. Et puis tout d'un coup, pouf, donc ça c'était un mur. Donc c'était déjà fait là-bas, ils ont posé, puis ils ont collé, puis ils ont collé. Et un jour, j'ai vu une maison à étage. Moi, je suis pareil. Je peux commencer à décrire un personnage. Ce feu-là que je suis en train de crépiter, je le décris au fur et à mesure. Puis je commence à décrire la personne qui a mis le feu, et puis je commence à décrire la famille de cette personne, et puis au fur et à mesure. Et un jour, parfois ce qui était au premier chapitre va être au milieu ou à la fin, et peut-être ce qui était à la fin devient le début. Parce que c'est toujours dur de commencer un livre. Et la langue, elle est nourrie aussi d'autres langues, de vos autres langues? La langue, on l'entend. Oui. Parce que la langue, c'est votre comportement. C'est-à-dire que la langue, vous l'avez déjà. Et maintenant, moi, j'ai la chance, j'ai commencé par la poésie. La poésie, c'est le territoire de la langue. C'est-à-dire que la langue doit correspondre à l'univers et peut-être même au sujet que vous êtes en train. Quand j'ai écrit Lumière de Pointe-Noire, eh bien, Lumière de Pointe-Noire, ce n'est pas la même langue que dans Vers cassé. Vers cassé, c'est vraiment le français directement presque urbain, dans la cocasserie, dans la coupure, etc. Lumière de Pointe-Noire, il y a un français presque grave, avec beaucoup plus de poésie, qu'on retrouve peut-être même du côté du commerce des allongés. Voilà. La langue, c'est peut-être c'est le seul endroit où j'utilise beaucoup ma poésie pour choisir la beauté de la langue. Et cette langue de la poésie ou de vos romans, je reviens sur ma question, elle est nourrie aussi des autres langues? Ah oui, disons que
elle est nourrie beaucoup des langues qui sont les miennes au Congo. Oui. C'est-à-dire surtout le rythme, la façon de couper la phrase, et puis cette sorte de volonté de mettre de l'accent dans mon écriture. J'ai toujours dit que les gens disent vous parlez avec un accent, moi j'écris avec un accent. C'est important que j'écrive avec un accent. Et c'est cet accent-là qui fait ma singularité. Quand je suis en train d'écouter quelque chose, eh ben, il faut que je ressente l'accent pour me rétablir. Et en cela, il y a plusieurs accents dans ces langues que j'écoute, que ce soit le lingala, le monkutuba, le bembe ou les autres langues que j'écoutais autour, le lari, le vili, tout cela, ça vient se peut-être fusionner, parce que je peux décrire un personnage qui est, par exemple, un téké, qui est du côté des plateaux, quelque part. Donc, il y a aussi une certaine façon de parler. Je pense que c'est dans le commerce des allongés où un personnage... oui, c'était dans la scène de la grand-mère Malembe quand elle s'était fâchée contre l'administration parce que on ne voulait pas lui... je pense qu'on ne voulait pas lui rendre son service et que le chef de l'administration, c'était plutôt un petit homme téqué comme ça avec des balafres sur le visage. Et donc, à ce moment-là, je voyais ce personnage avec son accent. Et tous les dialogues qui s'en suivaient étaient des dialogues avec cet accent-là. Mais dès qu'il quitte ce personnage et qu'il vient pour parler de Papa Bonheur, là, je voyais quelqu'un d'autre qui était aussi avec son accent. C'est peut-être la force que les écrivains africains ou ceux qui sont venus d'ailleurs ont, parce qu'ils ont plusieurs langues, et bien, ils ont une multitude de personnages et de langues aussi. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la poésie. Vous avez dit que la poésie était au début. En vous présentant, j'avais dit que vous aviez commencé par la poésie. Vos premiers livres publiés sont des livres de poésie. Aujourd'hui encore, vous continuez d'écrire de la poésie, d'en publier, de vous occuper aussi de cette collection au Seuil. C'est relativement rare et c'est assez souvent le cas des écrivains congolais. Oui. Chikaya Utamsi, Soni Labutansi, Tati Loutard, d'autres, Ndebeka, sont des auteurs qui sont à la fois des poètes et des romanciers, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays africains. Comment vous expliquez ce goût pour la poésie chez vous et chez vos petits camarades? Parce que nous les avons suivis. Quand on était tout petit, on écoutait les poèmes de Tati Loutard, on écoutait les poèmes de Chikaya Utamsi. Donc, nous nous disions que pour entrer en littérature, c'était la poésie. Parce que la poésie correspondait aussi à notre état d'âme d'adolescent. La poésie est plus compatible avec l'adolescence. Parce que quand on est à l'adolescent, les chagrins d'amour, les disparitions, les trucs comme ça, on a plus tendance à larmoyer ou à se plaindre ou à rechercher la justesse, et le langage poétique est plus rapide. Et si bien que tous, dans notre jeunesse, on avait toujours des petits cahiers dans lesquels on écrivait des poèmes. Quand je suis arrivé en France à 20-21 ans, je suis arrivé au moins avec 5 ou 7 cahiers remplis de poèmes que j'ai envoyés à tous les éditeurs français qui les ont refusés. Ah oui, j'attendais, ils disaient non, c'est nul, non. Et après, j'étais déçu, j'ai dit, mais comment les autres font pour publier ? Et bon, j'ai laissé à côté, et puis jusqu'à ce que j'avais publié, je pense que c'est à cette année où on s'était vu, j'avais publié mon deuxième livre qui est là, L'usure des lendemains. Ça, c'était mon deuxième livre. Oui. Et à l'époque, c'était la première fois que je venais de croiser Bernard Manier. C'était même écrit, je peux lire ce qui était écrit. Vous voyez, j'avais un respect immense déjà pour lui. Hein. J'avais écrit, voilà, à l'époque. À monsieur Bernard Manier, avec tous mes respects pour votre engagement critique pour la littérature africaine, très cordialement, Alain Mabankou. Voilà.
C'est mon deuxième livre. Et là, je devais avoir la vingtaine et quelques, parce que notre amitié... 95. 95. Notre amitié date depuis presque bien 30 ans. Voilà. Ouais. Et donc, moi, je venais le voir la première fois. Moi, j'étais un petit écrivain qui me cherchait. Ça, c'est des livres. Je vais publier un premier recueil à compte d'auteur, c'est-à-dire tu payes, on te publie. Maison Rodanienne Voilà, de la Maison poésie. Rodanienne, tu payes, on te publie, on te tire 60 exemplaires. Tu vas donner à quelques amis pour dire que je suis écrivain. Ah oui. Et après, je sors celui-là avec l'éditeur camerounais Paul Dakeyo. Alors, donc, il fallait qu'on cherche la bénédiction des grands critiques. Donc, on est allé voir Bernard Dadier. On m'a dit, attention, il faut bien écrire la dédicace. J'ai écrit... j'ai même oublié de mettre la date. Donc, Manque de professionnalisme. Là. Et lui, il a gardé. Ah oui, bah, c'est comme ça. Il a gardé parce qu'il a ses archives sur les écrivains congolais. j'ai des dossiers. C'est grave. Les Sony, les DBK, vous avez vu comment il parle de Tati Loutard. Même les Congolais ne savent pas qu'il a fait de la poésie. Et ça, c'était peut-être l'influence. Parce que le jour où on s'était vu, c'était la mort de Sony Laboutansi. On lui rendait hommage quelque part. Avec Eugène Bonnet. Voilà, tout à fait. Avec Eugène Bonnet, donc on était allé là-bas. Moi, j'avais publié que ces 2 livres. Eugène Bonnet avait publié des romans chez l'Harmattan. Sous un autre nom. Sous un autre nom. Et moi, quand j'avais ce livre, je commençais maintenant à écrire mon premier roman, Bleu, Blanc, Rouge. Donc, la poésie était pour moi essentielle. Si bien que quand les éditions du Seuil m'ont dit de m'occuper de la collection pour publier les poètes, eh ben, je l'ai fait et ça a donné qu'aujourd'hui, je publie maintenant les plus grands. Je vais sortir les Maya Angelou, je vais sortir les Percival Everett, les livres de la Ferrière, les Souleymane Diamanka que j'ai fait découvrir en poésie en France. Donc ça, c'est pour moi aussi le côté d'aide, parce que je sais que les poètes finissent par devenir des grands écrivains. Poésie, roman, essayiste, vous avez écrit des livres pour enfants. Le théâtre, c'est pas votre truc? Moi, je trouve que c'est difficile dans le sens où je n'ai pas beaucoup vu la scène. C'est-à-dire que je n'ai pas fréquenté dans mon enfance beaucoup de théâtre. Et je suis plus dans... Et pourtant, ceux qui sont dans le théâtre, les dramaturges disent que quand ils lisent mes livres, c'est comme si je faisais du théâtre parce que j'ai fait beaucoup de dialogues à l'intérieur. Donc, il m'est jamais... Chaque fois que j'ai essayé d'écrire une pièce de théâtre, ça finit par un roman. Chaque fois que j'ai essayé d'écrire une nouvelle, ça finit... Je bavarde trop à l'intérieur des livres. Bon. Donc, je peux pas avoir la patience d'écrire scène 1, je sais pas, acte numéro quoi, personnage principal, il se lève et pose un verre, bonjour, tout. Non, moi, je vais écrire une phrase bien, voilà. Un petit peu caricatural, comme présentation du théâtre. Mais c'est ça. Et puis, entre nous, Bernard Manier, vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent pour aller acheter une pièce de théâtre à lire? Non, ça, c'est autre chose. Ah ben voilà, les gens vont au théâtre, regarder. Mais par contre, moi, quand je vais voir des pièces de théâtre, je suis émerveillé. Je trouve les metteurs en scène, les dramaturges, c'est des gens extraordinaires. J'en ai travaillé avec beaucoup, des Congolais, les Serge Levani, les Fortuné Bateza, qui sont des gens qui ont adapté. Mes livres sont souvent adaptés au théâtre. Ouais. La musique et vous, alors elle est présente dans les livres, Black Bazar beaucoup, mais vous êtes aussi producteur de musique. Vous avez fait 2 livres deux disques, pardon, et puis vous avez produit un groupe, la rumba de rumba congolaise. La place de la musique dans votre univers. Mais je pense qu'elle est partout déjà. Le fait que, de la même manière que tous les jeunes Congolais, nous écrivions des recueils de poèmes. Quand on était tous petits, il y avait toujours le fait on allait assister à un orchestre, on fait jouer de la guitare. Voilà. Moi, j'aimais bien les guitaristes, je les regardais jouer avec dextérité, tout. Je tenais même la cigarette du guitariste pendant qu'il était en train d'accorder. Et voilà, pour être allégeant et pour me remercier, il me disait, bah là, tu mets le doigt là, ça c'est le do, ça c'est le ré, le sol. Si tu mélanges de 3, tu sautes le ré, mais tu vas du sol à do, ça va donner ce son. Et ce son-là, tu chantes une chanson qui s'appelle Mokolo Nakokufa, c'est-à-dire le jour où je quitterai ce monde. C'est ça. Et donc, nous, on a pris la guitare par mimétisme.
Parce que pendant que le virtuose est en train de jouer, tu dois regarder, le doigt là, faut pas que ça touche la grosse corde. On n'apprend pas le solfège. On n'enferme pas le guitariste congolais à l'école, allez, va là-bas, les écritures, des trucs comme ça. Non, là-bas, c'est l'oreille et puis la régularité. Et puis, parce que pour eux, aller à l'école de la guitare, c'est jouer quelque chose qui va être mécanique. La guitare et le guitariste, ils ont un rapport vraiment pratiquement des amoureux qui se croisent. La première fois, donc, il y a une fusion, il y a un certain volcan entre l'artiste et son instrument. De la même manière pour la musique. Les gens, ils allaient faire la musique, c'est pas pour devenir riches, parce qu'ils avaient une passion telle qu'ils voulaient la partager aussi dans le monde. Et moi, j'ai vécu dans un quartier, le même quartier Rex, le quartier Vungu, il y avait des petits orchestres amateurs. Même mes cousins, ils avaient des orchestres, comme on n'avait nulle part où aller répéter. Et mon oncle, il avait une grande cour, et on amenait les boîtes de sardines dans lesquelles on faisait les percussions, les trucs comme ça là, et chacun payait 25 francs pour rentrer pour voir les répétitions. C'est pour ça qu'il y a eu une grande scène dans le commerce des allongés du musicien Lili Madera, le bossu, le musicien qui était bossu, et tout le quartier croyait que la voix sortait de la bosse. Et donc, tous ceux qui voulaient devenir musiciens, il fallait pour chanter, faire une bosse comme ça pour que la voix transite par la gibbosité et pour sortir mélodieusement. Et ce musicien, il a existé. Donc, moi, quand j'ai vu les Koyabilé à l'époque, j'ai vu beaucoup d'orchestres à Brazzaville aussi, j'ai vu des orchestres. Quand je suis venu en France, j'ai assisté à la gestation des orchestres, des gens du Congo démocratique qui avaient quitté le musicien Kofi Olomide, qui avaient créé leur orchestre quartier Academia dans mon quartier, dans le 13e arrondissement. Ils répétaient dans un petit studio. Et un jour, je passais là, j'ai vu le guitariste, tout ça là. Vous êtes Congolais, mais venez aux répétitions. Et je suis allé là-bas, voilà, ça répétait, le son sortait de partout, mais les sons qui sortaient là, j'ai même jamais entendu ça dans les disques. Ouais. C'est-à-dire que la répétition, la musique, c'est quelque chose qui est fondamentalement en moi, mais je la passe par la littérature, parce que je ne peux pas jouer à la guitare. Et quand j'ai commencé à vouloir les aider, et c'est là que j'ai fait de la production musicale, j'ai réuni les musiciens à gauche et à droite, ils ont fait leur truc, j'ai écrit parfois des textes, mais ils faisaient avec leur talent. Moi, je n'ai mis en jeu que les maisons de production, parce que j'avais Sony Music pour la distribution, j'ai travaillé avec la maison qui publiait Césaria et Vora, le nom m'a échappé. Oui. Voilà. Gilbert... non, pas Sonima, c'est... Non, c'était tenu par un Cap-Verdien. Oui, absolument. Oui. Luz Africa. Ouais, qui faisait les bongas, les okala. Un jour, je prends mon truc, je dis voilà, j'ai un projet. Les pays lusophones. Voilà, et hop, il a dit OK. Et là, on a fait Black Bazaar 1, et puis le 2 aussi, on a fait Black Bazaar 2. Voilà. Autre aspect que je voudrais aborder avec vous, Alain Mabankou à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Paris, à Los Angeles. Il est le même, j'imagine, mais il est perçu différemment. Vous êtes ici écrivain français, écrivain congolais aux États-Unis. Est-ce que vous êtes le même? Comment êtes-vous perçu dans les différents pays? Bon, aux États-Unis, je suis perçu comme un Français, parce que je parle... semble-t-il, avec un accent français alors qu'il est plutôt congolais. Donc, c'est normal parce que comme ils ne connaissent pas d'autres accents français d'ici, donc il dit, oh, le français là, le noir français. Donc, c'est la première fois où on me qualifie unanimement de français, c'est aux États-Unis. Et donc, même quand je fais mes cours, on dit, on va chez le professeur, donc je suis obligé de dire, je suis congolais, etc., etc., etc. Et puis aussi, comme mes livres sont traduits maintenant en anglais et que je fais aussi des émissions à gauche et à droite, il y a un petit public qui se développe là-bas. J'aime cette liberté, le côté vaste de l'Amérique, le fait que je réside là où parfois j'ai des moments de
de respiration linguistique, où autour de moi, personne ne parle le français, et quand j'écris, le français résonne encore avec beaucoup plus d'efficacité. Vous ne pouvez pas imaginer combien, si vous êtes dans un monde anglophone et que vous êtes en train d'écrire en français. C'est-à-dire que vous avez parfois passé une semaine, si vous n'avez téléphoné à personne, vous avez passé une semaine sans prononcer le mot français, un mot français, mais vous avez écrit le français tous les jours. Donc ça, c'est l'aspect extraordinaire que je trouve dans ce sens. Bon, en France, je ne sais pas. En France, j'ai plusieurs casquettes. Hein, donc voilà. Il y en a tellement que... Il y a un beau chapeau aujourd'hui. Voilà, ça va. Je sais que Catherine Roger, voilà quoi. Voilà. Un mot sur... Vous connaissez Eddie Harris, écrivain américain, noir américain. Oui. Je le précise parce que je vais le citer, j'aimerais bien que vous réagissiez à cette phrase. Il dit ceci: « À Paris, je suis américain, noir mais américain. À Paris, je suis écrivain, noir mais écrivain. À Paris, je suis... tout simplement. Aux États-Unis, je reste avant tout et pour toujours un noir. » C'est quelque chose que vous ressentez, que vous ne ressentez pas du tout? Non, parce que Eddie Harris, il est noir américain. Forcément, on n'a pas la même histoire. Non, bien sûr. Donc lui, il a subi une histoire tragique, celle de l'esclavage, celle de la traite négrière, celle du déplacement. Ils sont allés... et de la ségrégation. Et de la ségrégation raciale. Ils se sont installés dans un territoire qui ne leur reconnaît pas les droits civiques. Moi, je ne suis pas arrivé en France par le biais de cette histoire-là. L'histoire que j'ai héritée est une histoire coloniale, qui n'est pas forcément... Mais j'entends une voix. Allez-y. Ah d'accord, je me dis, j'ai dit, mais je commence à entendre ça dans ma tête ou bien quelque part. Voilà. Donc il y a une difficulté. Quand je suis en France, c'est vrai, quand je suis en France et que je parle, on sait que c'est un noir qui parle, on sait que c'est un Africain. J'ai beau avoir des passeports, tout ce que je peux avoir, congolais, européen, américain, que ce soit clair, je resterai un noir. Et ça ne me dérange pas. Ça me fait la particularité singulière même, si je peux faire cette redondance, parce que moi j'ai la chance d'avoir plusieurs patries littéraires. Un écrivain français, vous savez ce qu'il doit faire pour être un écrivain mondial? C'est dur pour lui. Dès qu'il est déjà en France, là, la compétition est dure pour lui. Houellebecq est là, passer de l'autre côté, Christine Angot, les autres, Frankie Nance. Mais dès qu'un écrivain africain est passé, l'écrivain africain est passé. C'est visible, il a plusieurs nationalités littéraires. Non seulement, si je n'ai pas de présence ou de postérité en France, ça ne me dérange pas. J'ai un autre territoire, le Congo-Brazzaville, dans le territoire dans lequel je suis certain que je suis dans la liste des écrivains de ce pays. Non seulement là, si je saute, il y a le Cameroun, il y a le Gabon, il y a les Centrafriques. Donc, on a comme ça des poches. Je ne suis pas sûr que les écrivains français d'aujourd'hui, de ma génération, ils sont vénérés Norvège, Suisse. Non. Parfois, il y en a qui sont locaux. Hein. Il y a plusieurs écrivains français qui sont en fait des écrivains locaux. Leur écho, dès qu'ils font pipi, ça tombe juste dans la Seine. Et ça ne dépasse pas de l'autre côté. Et donc, moi, je dis toujours aux écrivains africains, asiatiques, vous avez la chance d'avoir plusieurs nationalités littéraires. Et cette sorte de nationalité littéraire, c'est important. Moi, j'aime. Si je viens ici me dire écrivain congolais, ok. Franco-congolais, ok. Franco-américain, ok. Congolais, ok. C'est bon. Mais l'écrivain français, dès qu'on a dit écrivain français, et s'il y a, c'est fini. On ne peut plus te prêter. Est-ce que vaut-il mieux avoir plusieurs casquettes ou bien une seule? Voilà. Un mot. Je voudrais que vous disiez aussi un mot sur le rôle que vous avez pu jouer sur votre travail, évidemment, mais sur les littératures africaines en général. Il y a des écrivains de l'ombre et puis il y a des écrivains de la lumière.
écrivains de l'ombre, je ne sais pas, c'est Modiano, c'est Julien Gracq, des gens qu'on voit peu, qui n'aiment pas se mettre en... Vous aimez plutôt bien la lumière, les caméras. La lumière, il a quand même le Nobel. Hein. Oui. La lumière, les caméras, les micros, et vous acceptez, et vous jouez ce rôle pour votre travail, mais au-delà de ça, ça rebondit sur les littératures africaines. Vous avez contribué, je crois, vraiment, à faire en sorte que ces littératures soient normalisées. Vous avez souhaité faire ce travail ? Non, je n'ai pas souhaité. Ça s'est fait comme ça ? Non, je n'ai pas souhaité parce que c'est... On ne sait pas ce qu'on devient dans la vie, mais d'un autre côté, nous venons des espaces où, si nous ne disons pas qui nous sommes, on risque de nous catégoriser et nous donner une étiquette qui ne serait pas la bonne. Donc, c'est l'histoire de quand la chèvre est là, il ne faut pas bêler à sa place. Donc, nous, on veut nous-mêmes dire cette histoire comme elle est, et au demeurant, que ce soit les lumières ou l'ombre, cela vient par rapport aussi à ce que vous avez fait. Je ne suis pas sûr qu'on va dire, bon, on a des lampadaires là, il faut nous mettre quelqu'un là. Non, il faut aller travailler, il faut faire quelque chose. Et puis qu'on se le dise aussi, nous sommes dans une situation où, lorsqu'il fallait parler de la littérature africaine, c'est d'autres qui venaient en parler. C'est d'autres spécialistes qui venaient en parler. Ou même certains qui, en France, à l'époque, croyaient qu'on n'a pas des écrivains chez nous. Et donc, si vous venez publier en France, le système de la littérature en français ou européen intègre cette sorte de promotion qui nécessite de parler de l'ouvrage ou de ce que nous venons de publier. On vous lit mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Je pense que les frontières se sont un peu ébranlées, dans le sens où ce qui paraissait autrefois comme lointain est devenu trop proche. Et puis, les cales qu'on mettait entre le lectorat européen et la littérature africaine ont disparu. Parce qu'à l'époque, si on recule même à l'époque où on s'était croisés la première fois, dans les vingtaines d'années, 20, 25 ou quoi, la littérature africaine, il n'y avait que vous et la revue pratiquement notre librairie qui en parlait. Quand il y avait un écrivain africain qui sortait, s'il avait une page dans Le Monde, c'était un événement. C'était un événement. Moi, je suis venu ici où je voyais les écrivains africains qui sortaient, et dès qu'ils sortaient un livre, ils n'avaient d'article que dans Jeune Afrique. Et quand ils avaient un article dans Jeune Afrique, ils dansaient toute la nuit. Donc, imaginez maintenant qu'on arrive, nous on dit non, moi j'écris pas seulement pour être dans Jeune Afrique, j'écris aussi pour d'autres personnes, j'écris pour Le Monde, j'écris pour le Guardian aux États-Unis, pour le Time, etc. Je suis un écrivain et je dois parler de tout et je dois exister partout. C'est possible que cette œuvre aille. Mais même à cette époque-là, même avant, quand il y avait un livre d'Africains qui sortait, on ne chroniquait pas ça dans les livres, dans les rubriques de littérature. C'était chroniqué dans les pages de politique internationale. Moi, j'écris par exemple Le commerce des allongés. On dit, bon, toi le français là qui connaît les Africains, et le français c'est un spécialiste de politique internationale. Le pauvre va se mettre à lire des histoires de cadavres et il peut pas. Et il dit, bon, ben voilà. Et il écrit, bon. C'est Jacques Chevrier qui le faisait beaucoup dans Le Monde à cette période-là. Et nous sommes arrivés à un stade où il faut que nous, en tant qu'écrivains, donnions des exemples à nos petits frères qui sont en Afrique, de se dire que leur destin, ce n'est pas seulement le football, ce n'est pas seulement la musique, c'est pas qu'ils peuvent aussi être visibles par le biais de la création. Si un petit qui est au Congo-Brazzaville allume la télé, il voit le grand, il est en train de parler, il dit « je vais être comme lui ». Mais c'est comme ça que ça commence. Moi, j'ai vu Sonny Laboutansi un jour, j'étais au Congo, j'ai dit « je veux être comme ce monsieur ». Et quand je suis arrivé à Brazzaville, je suis allé le voir, je le raconte dans Le Monde et mon langage. Je lui ai demandé des conseils, je le suivais comme un disciple.
Il lisait les trucs, tout, il a lu les poèmes, il a dit « Ah, petit, il y a encore du travail ». J'ai dit « C'est pas grave ». C'est comme ça que ça se passe parce que je l'avais vu, il était passé à la télé. J'ai dit « Ah ». Puis quand je suis venu ici, je l'ai vu, il était passé dans l'émission La Marche du siècle avec Cavada. J'ai dit « Ah, donc le grand là, il est fort ». Sinon, vous aurez que les fausses valeurs qui vous vendent de la pacotille et puis les enfants, ils vont suivre, ils vont se perdre. Tout le monde veut faire la même chose. Aller dans le studio, faire du rap, taper du tam-tam, fumer un petit joint et faire de la musique qui, au fond, peut-être qu'il était fait pour la littérature, la peinture, mais il n'a pas eu de modèle. Il faut des gens qui montrent quelque chose. Une toute dernière question. Le petit gamin que vous évoquez, il pense quoi aujourd'hui du Alain Mabankou, qui est au Collège de France, qui a le prix Renaudot, qui est traduit dans plusieurs langues, qui enseigne aux États-Unis? Comment il regarde ça? Je pense que quand je reçois des emails de ces Africains, de ces Congolais, pas que Congolais, c'est vraiment toute l'Afrique. Hein, c'est-à-dire que je le sens quand je vais, par exemple, au Rwanda, j'ai l'impression que je suis au Congo parce que tous, ils ont lu les verres cassés, les choses comme ça, ils ont tout vu, et, ils me suivent, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'ils ont besoin justement de ce contact permanent avec eux. Ils ont une certaine fierté, ils ont l'impression d'avoir ce qui se passe là-bas réjaillit sur eux. Ils ont besoin qu'on leur dise qu'ils ne vivent pas la malédiction peut-être atavique qu'on a accordée à quelqu'un parce qu'il serait noir. Parce que c'est ça. Quand ils sont là, regardez, le président Macron est allé au Congo, Kinshasa, il est allé boire une bière dans le quartier Bandal populaire avec le musicien populaire Fally Ipupa. Mais les gens sont excités comme si le Messie est venu et descendu au quartier 300. Donc il y a cette sorte de proximité qu'il faut créer avec ces enfants. Leur dire que ce que nous faisons, ce n'est pas réservé à l'élite. Et que si vous travaillez, vous pouvez devenir des écrivains, des professeurs, etc., etc. Et qu'aller à l'école est essentiel. Parce que nous, on est allés à l'école, même quand on nous disait que vous serez des chômeurs. C'est important qu'ils le sachent. Parce que la musique peut détourner leur vision quand on leur dit « tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour chanter ». Sauf que le jour où vous faites un succès, on vous met devant, là, pour parler de votre disque, vous ne pouvez même pas accorder le participe passé. Ce n'est pas possible. Ah ben oui, moi j'ai vu, hein, je ne citerai pas des grands musiciens du Congo démocratique, paf, ils n'étaient pas habitués, on met à TV5. J'ai dit, mais belle composition comme ça, ils n'arrivent plus à illuminer une femme. Mais quand c'est comme ça, moi si j'étais conseiller, j'ai dit, tu vas, tu parles en lingala, tu exiges un interprète. Il y a beaucoup d'interprètes à Château-Rouge, ils vont être contents. Mais ils n'ont pas cette réflexion parce qu'ils ne sont pas obligés de venir expliquer un album en lingala en français. J'ai dit, ah oui, je viendrai à l'émission, je vous amène mon interprète. Il vient, bon, tant qu'on a mis ça qui est album langa et ça qui on traduit, c'est comme ça que ça se fait. Mais il préfère venir s'humilier et ceux qui vont se moquer de lui, c'est encore les Congolais de Kinshasa. Ah, lui, là, vraiment, il ne sait même pas parler. Il n'est pas allé à l'école. On a honte, c'est nous, d'avoir un traducteur. C'est idiot. Moi, les jours où si je vais quelque part, si je vais au nord ou quoi là, si je ne sais pas parler la langue là-bas, j'amène un traducteur. Je parle peut-être en Monokutuba et puis on traduit. C'est plus beau, c'est plus classe et ça donne du travail au traducteur de Château-Rouge. Voilà. Merci beaucoup Alain. Vos livres sont à la sortie, ne demandent évidemment qu'à être signés, dédicacés, mais surtout lus. Moi j'ai une annonce à faire, rendez-vous dans cette même salle le 9 mai. Nous recevrons dans la série qui a été annoncée en début de séance l'écrivain romancier marocain Tar Benjeloun. Ce sera le 9 mai. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne lecture. Merci Bernard.